Je voudrais savoir ce qui a motivé pour vous, parce que vous avez créé Réaction 19. Quelles sont les choses qui vous ont motivé à créer Réaction 19? D'abord, c'était le fait de constater que face aux décisions du gouvernement et aux positions prises aussi par le président de la République, mais aussi par le législateur, il y avait une sorte de unanimité, un silence de toute opposition, un silence de la part des juristes par rapport à des choses qui m'apparaissaient de manière assez évidente comme étant totalement illégales. Et là, j'ai commencé, avant de créer l'association, très vite, je n'avais pas beaucoup d'amis sur Facebook, mais je commençais à dire, attention, là, tout le monde parle de l'épidémie, de la pandémie. Bien sûr, j'étais même parmi les premiers à faire état de cela, mais de passer de la liberté d'un pays démocratique comme la France, avec des valeurs républicaines, avec, je dirais, la base, le socle des droits de l'homme, un peu comme le phare qui illumine les ténèbres d'un océan, eh bien, on est passé du jour au lendemain à des personnes emprisonnées. Parce que le mot que j'utilise, c'est celui-là, une assignation à résidence décidée par un président de la République, en dehors de tout pouvoir conféré par la loi, en dehors de tout pouvoir conféré par la Constitution, et en dehors même de ce qu'on peut appeler l'état d'urgence, parce que l'état d'urgence ne concerne pas l'épidémie, mais concerne le cas échéant l'état de guerre. Et face à cela, j'ai eu un choc. Et la phase initiale qui a fait que très vite les gens se sont inscrits sur Facebook, etc., me fait dire, OK, là, je ne parle pas simplement en tant qu'avocat. Moi, là, je parle par rapport à mon expérience de vie, mon expérience personnelle, à mon histoire. Donc, je n'ai pas envie de m'exposer au sens bon du terme en disant, OK, il le fait, il est avocat, il va ramasser des dossiers, ou il le fait pour... Et l'idée de l'association est de me placer dans une approche qui est la loi de 1901, c'est-à-dire vraiment d'avoir des gens avec qui partager les mêmes idées. Et c'est pour ça que l'association est née avec l'esprit de vulgariser le droit, de tenter d'instruire, de mettre en œuvre le cas échéant des actions et de défendre toutes les problématiques posées par les lois, par les décrets, face aussi à une notion qui n'a rien à voir avec le décret, c'est le droit. Le droit qui est cet ensemble harmonieux de règles que aujourd'hui, la pandémie, l'épidémie et les choix législatifs et réglementaires sont en train de bouleverser. J'entends bien, j'entends bien. Est-ce que vous êtes accompagné un peu autour de vous, parce que vous avez créé Réaction 19, il y a plus de 50 000 personnes qui vous soutiennent, vous êtes regardés. Est-ce que parmi vos confrères, est-ce que vous avez aussi du soutien? Ma question en fait est beaucoup plus simple. Est-ce que malgré les 50 000 personnes, est-ce que vous vous sentez quand même un peu seul? Alors, moi je dis qu'aujourd'hui je me sens absolument pas seul. Pourquoi? Parce que je suis très heureux que les 50 000 personnes, c'est des gens de tout horizon. Parce que si c'était des avocats autour de moi, dans un petit conclave ou même un grand conclave de personnes du même groupe, oui, ce serait quelque chose de l'entre-nous. Alors que c'est surtout pas ça que je voulais. L'association n'est pas un cabinet d'avocabistes, n'est pas un collectif d'avocats. D'ailleurs, j'ai eu du mal à expliquer, j'ai dû le répéter et je continue de le faire pour que l'esprit associatif soit dominant quand je parle en tant que président de l'association, en apportant aussi ce que peut être une réflexion beaucoup plus large que celle qu'un avocat peut porter, une réflexion sociologique, une réflexion politique, parce qu'il est clair que l'association me permet aussi de parler de politique, parce que le droit est la politique. Quand vous avez des décrets qui sont des décrets qui portent atteinte aux libertés, quand ce sont des décrets qui sont draconiens, quand il y a une criminalisation, j'ai le droit de dire que nous sommes en train d'aller vers un État fascisant. Et ça, c'est une notion qui est plus politique que juridique. Donc, je le fais dans le cadre de l'association, de cette dialectique qui existe entre moi et les adhérents, entre les adhérents et moi, et toutes les personnes qui ont envie de réfléchir et échanger sur ça. Alors qu'un avocat qui va, dans le cadre de son activité, il peut s'exposer, mais alors ce n'est plus une activité d'avocat, c'est une activité qui deviendrait de politicien ou de politique au sein de la société.
j'entends bien tout ça. Vous avez bien entendu une réflexion sur tout ce qui est les conséquences de ce qui s'est passé sur le plan des TPE, des PME, des restaurateurs. Vous en occupez d'ailleurs des restaurateurs, pas seulement d'ailleurs, des cafés, de la culture, des comédiens qui ne peuvent pas jouer, des métros et des RER qui sont bondés, mais les salles de cinéma qui sont vides, les avions qui sont bondés alors que les salles de théâtre ne peuvent pas recevoir de spectateurs. Qu'est-ce que vous pensez de ces effets qui ont été mis les effets de ce qui a été mis en place sur le plan économique? La chose, c'est que un juriste a une structure mentale qui se construit autour de la règle et de l'application. Et un juriste arrive à comprendre une règle quand il y a une sorte de, je dirais, harmonie normative. Et quand on est face à la désharmonie, un juriste se choque. Et quand je vous parle de ça, je ne vous parle pas de l'avocat français ou du juriste français. Je vous parle de manière beaucoup plus générale, parce que je constate lors des échanges internationaux qu'indépendamment des lois et des décrets de chaque pays, nous, les juristes qui réfléchissons sur les atteintes aux libertés, avons les mêmes arguments. Ça veut dire qu'il y a le droit ne se limite pas à la frontière française. Le droit, c'est quelque chose d'universel. Donc, pour compléter la réflexion, c'est que moi et d'autres avocats, encore hier soir, j'en ai parlé avec Rocco Galati, qui est un avocat qui est d'origine italienne de parents, mais il est américain de l'Ontario. Et j'ai parlé avec Desjarlais, avocat canadien. Eh bien, nous disions la même chose. C'est tellement absurde qu'un juriste ne peut pas comprendre ce type de disposition. Parce que le juriste pense au principe d'égalité, il pense la même cause doit produire les mêmes effets. Et en utilisant les moyens de raisonnement que nous avons, eh bien, nous constatons qu'il y a des choses qui sont absurdes. Est-ce que c'est comme si on avait aujourd'hui une approche compartimentée du virus, qu'à certaines occasions, le virus n'est pas dérangeant, à l'autre, là, il est très dérangeant. Là, et alors là, il y a quelque chose qui devient incompréhensible pour le juriste, parce qu'il ne comprend plus le sens de la norme. Et alors là, dès qu'on commence à dire « je ne comprends pas la norme, je ne comprends pas la cause de tes décisions, je ne comprends pas les effets de tes décisions, etc. », à ce moment-là, on devient tout de suite des complotistes, parce qu'au lieu de se plier face à ces choix qui sont quand même absurdes aujourd'hui, c'est quasiment un partage plus que majoritaire d'un terme de réflexion, eh bien, on en est toujours là. On est toujours que prendre le métro, aller au boulot, produire des impôts, c'est bon, mais avoir un équilibre mental, avoir de la sérénité et tenter de respirer après avoir subi toutes les pressions, c'est quelque chose qui va générer une augmentation de la Covid. Non, il y a quelque chose qui cloche. Tout ça, ce n'est pas logique. Tout ça, ça n'a pas un sens structurel et harmonieux à l'intérieur de l'ordre juridique. Donc, ces décrets sont absurdes, les textes de loi sont absurdes, et c'est la vérité, parce que de toute façon, on ne pourra pas dire, et on pourra le répéter 50 fois, la Covid, elle n'est pas moins dangereuse quand on prend le métro, elle n'est pas plus dangereuse quand on rentre dans un cinéma et qu'on regarde une pièce ou une pièce de théâtre. Donc, nous sommes dans l'illégalité au sens de l'harmonie des normes juridiques à l'intérieur d'un ordre juridique. Mais comment la justice peut être efficace quand vous êtes en train de dire qu'on est dans tout ce qui est anormal au niveau des textes et des applications? Comment est-ce que la justice peut s'appliquer dans ces moments-là? Ah, cher ami, vous venez de mettre le doigt sur la plaie, mais la plaie la plus terrible. Parce que quand on est face aux dyslexies de la norme, c'est-à-dire de la production de la norme. Le mot dyslexie parce que c'est une cacophonie, parce que oui. Le Parlement se prive de ses prérogatives sur la liberté, il les transfère à l'exécutif en use et en abuse. Et lorsque vous êtes en conflit avec l'administration ou l'État, ben, il faut une juridiction. Normalement, c'est la juridiction administrative. Et la juridiction administrative n'est pas une juridiction. La juridiction administrative, on dit oui, on a une responsabilité, oui, quand vous avez un contribuable qui est en train de s'emmerder avec l'administration, alors on espère avoir une... Mais ce n'est pas une justice quand on est face à la bataille des libertés, non, parce que le Conseil d'État n'a pas rendu une décision. Vous savez, la seule décision que le Conseil d'État a rendue qui
qu'aujourd'hui on cite et que quasiment l'avocat dit « Ah là, c'est génial », c'est que la mise en bière, sans permettre aux gens de voir le défunt, c'est une chose qui a été remise en cause par le Conseil d'État dans une décision, et j'étais même présent en salle d'audience lorsque le rapporteur effectivement était lui-même d'accord que mettre en bière une personne sans donner la possibilité à des parents stricts de voir le défunt, c'est une atteinte. C'est la seule chose avec l'augmentation du nombre de personnes, parce que effectivement, dans un monde un peu imprégné de théologie, de religiosité, la Covid-19, là aussi, quand on est à 30 ou à 50 dans une église, elle n'y rentre pas. La Covid reste en dehors des synagogues, en dehors des églises, etc. Par contre, elle a une envie folle d'entrer dans les cinémas et dans les théâtres, parce qu'effectivement, là, il s'agit de culture. Et alors, la culture et la Covid, ça ne fait pas bon ménage. Oui, c'est étonnant. Et pour terminer, excusez-moi, parce que j'ai répondu partiellement dans une petite divagation, nous ne pouvons pas réaliser le droit. Parce qu'il y a le droit et la réalisation du droit. Soit vous avez une réalisation qu'on appelle spontanée, on n'est pas d'accord tous les deux, on se met d'accord, on fait une transaction et on trouve une solution. Même avec l'État, on peut faire une transaction. Mais quand on n'est pas d'accord, il n'y a pas de transaction, il faut un juge. Mais pour avoir un juge, il faut un tiers, impartial. Et ce tiers impartial, nous ne l'avons pas. Parce qu'en réalité, les tribunaux judiciaires ne sont pas du tout chargés des contentieux opposant l'État à l'administré. Les tribunaux judiciaires peuvent intervenir lorsqu'il s'agit d'une sanction pénale parce que, effectivement, c'est le tribunal pénal qui est chargé d'examiner le fondé d'une imputabilité, d'une infraction, de sa réalité, etc. Et alors là, on peut discuter, mais ça ne sera qu'à l'occasion. Quand on prend le nombre d'amendes dont nous avons obtenu le rejet, nous pouvons dire que quand on lit nos recours touchent à tout, touche aux libertés, etc. On pourrait dire, voilà, le tribunal judiciaire, pénal, est le gardien de notre liberté. D'accord? Mais c'est sur une amende. Par contre, le confinement, le couvre-feu, tous les abus commis sur les restaurateurs, les activités culturelles, etc., ça, il n'y a pas. Parce que le tribunal judiciaire ne pourra pas intervenir. Donc aujourd'hui, l'État use et abuse de son autorité dictatoriale à travers l'exécutif, et je répète, autorité dictatoriale. Quand il y a une dictature, alors les gens, ça choque, mais maître Bouza, en France, vous parlez de la France de dictature, ben oui, mais le mot dictature, ce n'est pas. Alors, vous savez, les mots ont un sens parce que les gens, ils les associent à des États. Alors, bien sûr, la dictature, même à Rome, il y a eu la dictature. Et la dictature, ça n'a pas été nécessairement quelque chose qui a abusé des Romains. Parce que la dictature est née à Rome. C'était effectivement à un moment donné, il y avait des moments difficiles, alors on concentrait tous les pouvoirs chez deux personnes qui exerçaient la dictature. Parce qu'il fallait absolument pouvoir agir. Mais c'était des cas limités. Mais c'était une dictature qui avait comme utilité de réunir l'Empire. Alors qu'il y a la dictature coréenne, de la Corée du Nord. Là, c'est une dictature dont on connaît les tenants et les aboutissants. Nous connaissons les dictatures d'Amérique du Sud, nous avons connu la dictature de Noriega. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire dictature? Mais dictature, c'est la concentration de pouvoir. Et quand vous n'avez, le cas échéant dans une république, plus ce partage des pouvoirs, qui est un partage essentiel dans la république, mais je dirais même dans une démocratie, parce qu'effectivement, le peuple est démocratiquement garanti quand face à lui, les pouvoirs sont exercés réellement par des entités différentes, le législatif, l'exécutif, le judiciaire. Et après, il faut y rajouter, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, parce que c'est d'une importance capitale, parce que là aussi, nous sommes en train de vivre une situation qui est parfaitement dictatoriale, c'est le pouvoir médiatique. Le pouvoir médiatique avec la propagande qui est aujourd'hui au service. Parce que c'est de propagande que nous pouvons parler aujourd'hui. C'est de propagande que nous pouvons dire aujourd'hui. Quand vous avez ces chaînes d'information continue qui sont là à taper tous les jours, les masques, les mesures d'ordre, oui, c'est grave, on a eu 200 morts, attention. Et toujours dans une présentation anxiogène parce qu'il faut que le peuple soit dans l'anxiété totale, parce que c'est comme ça que les mesures pourront être infligées, parce que le peuple est déjà brimé sur le plan mental, et donc vous pouvez tout vendre, comme on est en train de vendre aujourd'hui, c'est cette sorte de vaccin, et qu'on a même des gens qui s'érigent quasiment en pharmaciens, comme des sportifs, qui vont dire, vous devez vous vacciner, mais à quel titre? Comment tu peux
conseiller quelque chose, comment tu peux, que nous sommes, et tout ceci se passe sous les médias, parce que ce matin, j'ai écouté BFM, c'est parce que je fais mon petit tour, disant, oh là là, les sportifs, plus de ça sportifs, appellent, ceci c'est important, mais c'est des choses qui me font vomir. Oui. Il y a deux mots que vous avez prononcés qui posent toujours problème, c'est le mot de dictature et le mot de complotiste. Bien sûr. Il suffit d'avoir une parole dissonante pour que immédiatement les personnes soient traitées de complotistes. D'ailleurs, vous étiez mis en colère par rapport à ce mot, en disant que c'était presque une insulte. C'est une injure. Juridiquement, c'est une injure, parce que le complot est un agissement qui est pénalement sanctionné dans le code pénal. Et quand on dira à quelqu'un qui est complotiste, c'est quelqu'un qui a mis en œuvre un complot. Donc, dès que tu me traites de complotiste, ça veut dire que je suis quelqu'un qui est en train de mettre en place un complot tel qu'est visé dans le code pénal. Donc, tu m'amputes une infraction pénale. Donc, c'est un propos qui n'est pas simplement juré, il est diffamatoire. Et après, il peut y avoir une analyse sociologique et dire que traiter quelqu'un de complotiste, c'est traiter quelqu'un, utiliser une terminologie injurieuse lorsque, effectivement, on est à court d'arguments et on ne sait pas répondre, et à ce moment-là, le complotisme devient cette sorte d'infamie qu'on va jeter et d'opprobre sur la personne. Comme ça, à travers ça, on la salit de manière totale et on évite à devoir répondre et à se justifier parce qu'on n'a pas d'argument. C'est comme quand M. Cohen s'attaque au fait que j'ai quelques kilos de trop et qu'il me conseille de me vacciner parce qu'il n'a pas d'argument pour répondre à ce que j'exprime, pour dire que ce n'est pas un vaccin, mais c'est une thérapie génique dangereuse dont nous n'avons pas aujourd'hui les tenants et les aboutissants. Oui. Et c'est quand même intéressant de remarquer que de plus en plus, la discussion, la parole est difficile entre les gens. C'est-à-dire que les échanges sont de plus en plus difficiles. La critique, même pas négative, est de plus en plus difficile entre les gens. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez, quand vous êtes dans un pays où la liberté d'expression est sauvegardée et maintenue, à ce moment-là, vous avez la dialectique de l'échange qui se fait même dans des contradictions et des oppositions, dans les limites, qui sait toujours qui est la victoire de la pensée et la victoire de l'argument, et pas celui de la violence. Mais quand vous êtes dans une société qui détruit au fur et à mesure les bastions essentiels de la vie de la société, qui est la pensée, la parole et l'expression de la parole, à ce moment-là, et que vous construisez, par contre, une sorte de unicité de la pensée qui devient une sorte de forme religieuse. Vous savez, il y avait un grand philosophe qui disait on a remplacé la théologie des religions qui ne permet pas de discuter, tu crois ou tu ne crois pas, à une sorte de théologie de l'État. C'est-à-dire qu'en réalité, les États deviennent des États théocratiques parce que, au fond, si je dis cela, tu dois y croire comme un acte de foi. Ça veut dire que si je dis qu'il y a une pandémie, que ça, tu dois croire en moi. Parce que je suis l'État, c'est comme on dit, tu disais, comme à l'époque où les gens étaient beaucoup plus pliés face aux religions, si le curé disait, vous devez vous confesser ou faire cela, parce que comme ça, vous irez dans le royaume des cieux, on le respectait parce qu'il y avait la sanction aujourd'hui, c'est la sanction de l'État. Les gens ont peur. Oui. Vous croyez que je n'ai pas peur? Vous croyez que je n'ai pas peur pour ma famille, pour mes enfants, pour la vie que je conduis? Vous croyez que je n'ai pas peur? Je n'ai pas peur là, quand je me lève et quand je parle. Mais la peur, c'est qu'aujourd'hui, je sais que cet État est capable de tout. Je sais qu'aujourd'hui, c'est l'État qui impose cette pensée unique, qui impose cette dictature sanitaire et qui impose ainsi un modus vivendi. Et dès qu'on est à l'écart, on devient tout de suite taxé et attaqué. C'est quelque chose qui peut faire peur et qui me fait peur, pas tant pour moi, mais pour ma famille, certainement. Parce que l'État est capable de tout. Quand l'État est capable d'enfermer une personne saine dans un hôpital psychiatrique, et quand l'État est capable de le faire à plusieurs reprises, avec plusieurs personnes, quand l'État est capable d'interdire à telle personne de pouvoir s'exprimer parce que c'est un gilet jaune, etc. Et on l'a vu depuis maintenant un certain temps qu'effectivement, tout ça est utilisé d'une manière très forte, eh bien que ça me fait peur. Parce que qui suis-je, moi, pour me combattre l'État? Qui suis-je, moi, pour avoir la puissance de me battre contre celui qui détient l'armée, la police et le pouvoir de me sanctionner?
Donc, c'est pour cette Immédiat. raison que tous celles et ceux qui ont le courage aujourd'hui d'exprimer une pensée de liberté, d'exprimer la défense des droits, d'exprimer avant tout que l'homme soit maintenu homme, c'est-à-dire que ne soit pas un objet. Parce que aujourd'hui, et je tente de faire comprendre à tout le monde qu'à partir du moment que toi, tu m'infliges un médicament dont tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, dont tu fais des essais sur moi, je ne suis plus un être humain, je suis un objet. Un objet du droit, c'est-à-dire que tu peux faire ce que les nazis considéraient pour des personnes sur lesquelles ils faisaient des expérimentations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Convention d'Oviedo et Nuremberg peuvent se voir appliquer. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de détruire le consentement à travers tous les moyens possibles, y compris le chantage, pour que les gens se plient à certaines mesures coercitives, comme le fait de dire tu dois être vacciné, sinon tu ne pourras pas aller au travail, tu ne pourras prendre le train, tu ne pourras pas aller au cinéma, etc. Parce que c'est comme ça qu'on est en train de vendre. Alors les gens, de plus en plus, on voit des gens, et puis ils disent, oh là là, c'est magnifique, on a gagné 10 points des gens qui sont prêts à se faire vacciner, et il y a 9 points de moins pour ceux qui ne veulent plus se faire vacciner, comme si c'était une victoire. Moi, je ne trouve pas ça une victoire, je trouve ça scandaleux. Parce que voilà la différence du juriste et de celui qui est dans la propagande. Le juriste va vous dire, mais comment on peut avoir un changement de pensée alors que les conditions n'ont pas changé? Le vaccin AstraZeneca ou Moderna, pardon, ou Pfizer BioNTech n'a pas changé. Pour le moment, les effets secondaires graves, on les connaît. On a de plus en plus d'informations sur le vaccin. Et quand même, des Français. Donc, on voit très bien que nous sommes dans un mécanisme où les êtres humains ne sont plus des sujets avec leur indépendance critique, leur analyse, mais sont des objets, objets de l'information, objets de la propagande et objets de la sanction. Fais ou sinon tu seras sanctionné. Les effets de la peur. Les effets de la peur étant celle qui est inculquée pour que, effectivement, le message, vous savez, le message est d'autant plus facile à imposer quand vous perdez les moyens de défense. Et la peur, c'est une perte de moyens de défense. Parce que quand vous avez un chien arrangé devant vous, si vous avez la lucidité, un chien, vous avez la possibilité de le bloquer. Vous lui foutez un coup de poing sur le museau et le chien ne vous a... Mais du fait que vous avez peur, vous perdez les moyens. Et c'est là qu'effectivement le chien va vous attaquer et va vous niaquer et va faire de vous ce qu'il veut. Voilà. Donc ça veut dire tout simplement que la peur est une perte de défense, pas immunitaire, ce n'est pas médical, mais une perte de défense intellectuelle qui fait que vous êtes apte à recevoir le message et surtout à l'intégrer et à exécuter ce qu'on vous demande. Quand on est à l'armée, quand on est à l'armée et qu'on veut faire exécuter, c'est la peur. On travaille sous la peur des militaires. On travaille sous la peur des soldats. Parce que si tu ne fais pas ça, tu seras sanctionné, tu ne pourras pas sortir. Et c'est comme ça. Et le militaire, la hiérarchie militaire, c'est que dans la peur. Ce n'est pas du tout, alors cher militaire, je vous comprends qu'on doit faire ça parce que c'est utile. Pas du tout. On vend quelques valeurs de la nation et puis vous passez votre temps à avoir les pétoches quand vous rencontrez un officier, quand vous rencontrez un supérieur, parce que vous avez peur. Parce que tout peut arriver, parce que vous le saluez mal et vous pouvez être sanctionné. Vous n'avez pas vos chaussures qui sont clean, vous pouvez être sanctionné. Donc, vous vivez dans la crainte permanente et vous exécutez et vous fermez votre gueule. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on risque d'aller vers quelque chose qui va être une espèce de conflit entre ceux qui vont se faire vacciner et ceux qui ne vont pas être vaccinés? Votre question et ceux qui vont se faire vacciner accusant ceux qui ne veulent pas se faire vacciner de porter la maladie? C'est le but de l'État. L'État veut utiliser aujourd'hui cette situation-là pour arriver ensuite à punir mentalement ceux qui ne sont pas vaccinés. Parce que, effectivement, ce sera le meilleur moyen de pouvoir faire retourner complètement l'ensemble des personnes. Mais aujourd'hui, l'État français, je vais vous dire autre chose, cher ami. Je crois que l'État français, et je suis très pessimiste pour beaucoup de choses, mais aujourd'hui, en France, il reste encore une larme de morale. Pourquoi? Parce que la France est le pays de la recherche. Nous avons quand même une quantité de chercheurs extraordinaires. Nous avions des écoles de grande qualité, des universités de qualité. Moi-même, je suis le produit d'une université française et je me réjouis d'avoir étudié à Panthéon-Assas, à la Sorbonne, etc., parce que je crois que j'ai une formation exceptionnelle. Et je le constate à travers mes relations dans le monde que le niveau que nous avons, il n'est pas si mauvais que ça.
Et je dis cela pourquoi? Parce que je pense que l'État français pouvait parfaitement organiser une opération à large échelle, de large échelle, pour la vaccination. Il pouvait le faire sans problème. L'État français avait tous les moyens techniques, logistiques et humains pour arriver en quelques semaines à vacciner partout, parce que nous avons un tissu pharmaceutique, de médecins libéraux, de médecins de ville, d'hôpitaux qui permettaient de couvrir toute la France. Mais je crois que l'État français lui-même a des doutes sur l'ARN messager, que les autorités médicales, et la démonstration est que même M. Fischer, M. Vaccin, a toujours été extrêmement prudent. On n'a pas mis quelqu'un qui dit oui, la vie est belle. Non, M. Fischer a dit oui, on va vacciner, mais attention, on n'a pas tous les effets. Il l'a dit dès le premier jour, chose que c'était même choquant parce que quand on l'a présenté, on a présenté quelqu'un qui était plutôt avec les fers et les quatre fers, qui était quelqu'un qui partait au galop. Donc, beaucoup se sont posé des questions en disant ah, alors tout le monde, oui, c'est incompétent, sont tous des incompétents. Pas du tout. Moi, je ne le crois pas. Vous savez, ces notions grandiloquentes qui fait que tous cons ou tous intelligents. Non, pour moi, il n'y a pas de cons. Pour moi, l'État n'est pas co-intelligent. L'État, il est fait de personnes qui ont une haute formation et ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils le savent très bien. C'est pour cette raison que, contrairement à ceux que beaucoup disent, ils disent bon, Varin est un con. Non, je ne dis pas ça. Moi, je pense que, et je tente de comprendre les choix qui sont entrepris et de comprendre la psychologie qui les amène à tel ou à tel choix. Parce qu'il dira, Castex c'est un débile, il nous met ce soir, à partir de demain, en couvre-feu à 18h. Non, je ne crois pas qu'il soit débile. Je ne crois pas qu'il soit con. Je crois que pourquoi ils nous mettent cela? Pourquoi il y a tel choix politique? Pour quelle raison la France ne vaccine pas autant? Ah, peut-être c'est parce qu'on attend le bon vaccin Sanofi, parce qu'on veut privilégier un produit franco-britannique, parce qu'il y aura un peu de sous qui entreront dans les caisses de Sanofi, qui même si aujourd'hui détenu par les Anglais, il n'en est même pas moins. Moi, je vous parle en connaissance de cause, cher ami, parce que Sanofi, son siège est ici, rue La Boétie. Donc, je ne peux pas me tromper. Je vais sur le balcon et je vous décris l'immeuble avec Sanofi, Enjoy, etc. Donc, je me dis, il y a une raison. Soit, il y a des doutes sur l'ARN messager. Et donc, effectivement, dépendamment du privilège économique de Sanofi, ils ont peur que les choses puissent prendre cette tournure. Alors, on est en train de regarder les effets secondaires ailleurs pour voir si effectivement il y en a. Et donc, il y a des explications à tout. Le comportement de l'État n'est pas un comportement irrationnel. L'État n'est pas un individu qui peut avoir de la raison et de la déraison. L'État, non. Quand l'État agit, c'est une entité composite où toutes ses actions sont construites dans un sens précis. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe autant sur le plan économique que sur le plan de la Covid dans les pays européens ou au Royaume-Uni? Bien sûr, nous avons des informations. Les informations, je peux vous dire, oui, c'est une unicité d'approche, cher ami. C'est-à-dire que quand hier soir, j'ai passé 3 heures avec le Canada et par rapport à votre action. Oui, pardon, par rapport… Excusez-moi, par rapport à votre action, oui, bien sûr, mais par rapport aux effets qui sont produits dans ces pays, est-ce qu'ils vivent la même chose que nous? Est-ce qu'ils sont arrêtés dans l'économie? Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Mais vous savez, même la Suède, qui n'a pas confiné, n'a pas vu les problèmes économiques aussi difficiles que les autres, parce que de toute façon, à part les fêtes de fin d'année où il y a beaucoup de touristes qui sont déplacés, parce qu'effectivement c'est un peu un havre de liberté, il n'y a pas beaucoup de monde. La Suède vit énormément avec le tourisme, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas un pays d'usine, parce que d'abord ils sont très écolos, ils ne veulent pas infecter leur pays, donc automatiquement le tourisme est très important pour pouvoir faire de l'économie, etc. Donc, et puis bon, ils ont un peu de pétrole, plus la Norvège que la Suède, mais quand même, ils ont quand même… Donc ce que je viens de vous dire, c'est que la crise, c'est pour ça que la chose qui est dingue, c'est quand on discute avec des confrères, des personnes de différents pays, nous arrivons tous au même constat. Pourquoi aujourd'hui on est en train de tuer le monde pour un virus
qui a une létalité qui touche des personnes très âgées. Aujourd'hui, la chose qui est dingue, c'est que quand on prend la létalité de la Covid chez les personnes âgées, les gens meurent au-delà de la moyenne d'âge. C'est-à-dire que la létalité est à 84 ans, alors que la moyenne c'est 82 ans. C'est même incroyable. C'est-à-dire que les gens vivent plus avec la Covid que quand il n'y a pas la Covid. Donc, ça devient des choses assez ahurissantes. Quand vous avez, aujourd'hui, ils sont en train de nous faire un paquet. Alors, concernant les enfants à l'école, taux de létalité chez les enfants de 0 à 10 ans, 0. Taux de létalité de 10 en même temps, 0,0001, et on a même des difficultés à rapporter la preuve que ces décès de 0 en même temps puissent être attribués à la Covid. Vous interrogez des médecins, et nous en avons, ils disent plutôt 0, 20 ans, 0. Il faut que l'enfant soit malade d'autre chose, comme, attention, nous avons des enfants qui meurent tous les jours dans les hôpitaux parce qu'il y a des leucémies, il y a des cancers, ça on l'oublie. On oublie que les enfants meurent tous les jours, que si quelqu'un va être triste, il sera en équerre et il va voir, il va comprendre ce que veut dire. Alors que là, on est en train de parler comme si il n'y avait plus de cancer, il n'y a plus de tumeur, il n'y a plus de leucémie, il n'y a que la Covid, et que cette Covid est la différence. C'est faux, totalement faux. Et en plus, la loi le sait même parce qu'il a fixé ce qu'on appelle le décret avec les cas de comorbidité, dont on sait très bien, mais les cas de comorbidité, ce n'est pas une comorbidité spécifique à la Covid. Si vous êtes obèse, vous avez du cholestérol, ou vous avez des problèmes de n'importe quelle maladie, vous êtes à risque dans votre vie. Vous fumez 2 paquets de clopes par jour, vous êtes à risque, et même pour la Covid, parce que vous affaiblissez votre système immunitaire, parce que fumer 2 paquets de cigarettes diminue votre système immunitaire, parce que la nicotine diminue votre résistance. Donc, là, on est en train de délirer complètement. Et même ces médecins qui se présentent sur le plateau et qui sont là en train de vous apporter ces consultants, et on a les mêmes, parce qu'on trouve les mêmes, on a les Blanchet, les Baoud et tout ça, c'est toujours les mêmes, avec le même langage, avec le même truc. Alors, Blanchet, de temps en temps, il virevolte d'une manière, c'est même parfois incompréhensible, et après, 2 heures après, il revient sur un plateau en disant exactement le contraire de ce qu'il a dit. Donc, nous en sommes là. Nous en sommes aujourd'hui dans une sorte d'approche. Mais alors, pourquoi tout ça? Alors, c'est pour cette raison que la question va se poser. Parce que, cher ami, vacciner, allez, 5 milliards d'êtres humains et multiplier la vaccination autant de fois que ce n'est nécessaire de mutation d'un virus. Oui, à chaque variant. À chaque variante. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous savez combien coûte un vaccin BioNTech, Pfizer? J'ai vu une information qu'une députée belge a transmis sur Twitter les prix qui avaient été négociés avec les États. Oui. Mais je vous laisse le dire, je crois que c'est autre. Allez-y. Non, mais ça peut aller, les choses ne sont pas très claires, mais on est autour de $180. Ah ben moi, ce n'est pas les prix que j'ai vus. J'ai vu de $1,78 à $18. Ah non, alors attention, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai peut-être mal vu. Mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. On reprendra le Twitter ou on regardera les chiffres. Mais même si c'est $2, ok, la dose. Parce bien que sûr, bien sûr. Là, c'est une dose. Après, il y a la deuxième dose. Ça fait $4. Oui. Et si c'est $15, ça fait $30. Et si c'est $30 multiplié 5 milliards d'êtres humains sur Terre, faites-en les comptes. Ça fait, tout à fait. Alors, et renouveler autant de fois. Puis vous imaginez l'opération économique et financière. Je comprends que le patron de BioNTech, c'est une des 400 fortunes du monde. Et peut-être dans les prochains mois, il ne sera pas dans les 400, il sera dans les 100 fortunes du monde. Parce que c'est les enjeux financiers. Alors, permettez-moi de vous dire une chose. Quand je comprends quand même comment fonctionne le monde depuis quelques décennies, où le grand capital domine, où le grand capital a tout fait pour qu'il y ait la mondialisation, pour que le grand capital ait tout fait pour avoir les mêmes règles, pour qu'il puisse faire du commerce sans problème dans le monde. Et quand on voit que, ah oui, on va taxer Google,
c'est une petite opération de communication pour se terminer à zéro, parce que de toute façon, rien n'a changé sur le plan fiscal depuis des décennies concernant les big data, les big pharma et tous les big du monde. Excusez-moi, mais c'est quand même le fric qui compte, qui conditionne le monde, avec le pouvoir et le sexe. Je veux dire, si j'avais 100 milliards, je ne serais pas en train de parler avec vous, je serais en train de discuter avec Bernard Arnault, avec mes potes à 100 milliards, pour dire, oulala, qu'est-ce qu'on fait là? Les amis, on investit dans les vaccins. Est-ce que c'est Macron qu'on va confirmer en 2022? C'est ça que je me préoccuperais, d'éviter qu'il soit des mecs comme Brouza qui arrivent au pouvoir. Parce que les mecs comme Brouza qui arrivent au pouvoir sont dangereux. Donc, c'est un message très simple. C'est ça le premier cercle. Le premier cercle, c'est ceux qui ont le pognon et qui ont l'information, parce que n'oublions pas, comme par hasard, que la presse écrite, la plupart, la plus lue et la plus financée, c'est quand même extraordinaire, ce sont les milliardaires qui détiennent Libé, qui détiennent Le Monde, qui détiennent l'Express, qui détiennent Le Point, et qu'en plus, ils touchent le pognon de nos impôts pour financer, alors que normalement, ils sont tellement milliardaires qu'ils ne peuvent pas avoir besoin de notre argent. Et non, ils reçoivent 900 millions d'euros qui sont versés par l'État pour financer et pour permettre à Libé, à Le Monde, de critiquer les gens comme moi qui ont effectivement le courage de critiquer ce gouvernement. Donc, dans les pays, votre action, Vocation Enfance, on la connaît, mais vous avez parlé dans vos vidéos excusez-moi, de la Belgique, de l'Italie, du Canada. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vous ont rejoint? Aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils m'ont rejoint. Aujourd'hui, la chose qui est assez extraordinaire, c'est plutôt, je ne peux pas parler de rejoindre, ce sont des gens qui utilisent ce que nous faisons pour s'inspirer. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont traduit, je ne sais pas, ils ont traduit la plainte du vaccin. Je ne sais pas s'il va être utilisé, comment il va être utilisé. Donc aujourd'hui, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que nous sommes une petite association de 52 000 personnes. Moi, je suis un avocat qui n'a pas un cabinet mégalactique avec des centaines d'avocats. Eh bien, c'est à partir de notre boulot que beaucoup, hier, par exemple, la Fondation des droits et libertés, la Fondation canadienne, québécoise, pardon, c'est une fondation très importante, c'est elle qui a adressé une mise en demeure au Premier ministre concernant la question des vaccins, etc., en s'inspirant de la plainte et de ma déclaration de responsabilité en disant, si vous conseillez et vous prescrivez ce vaccin, êtes-vous prêt à engager votre responsabilité pénale personnelle? C'est exactement comme ça. Oui. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que quand même, quand je vois que des avocats de renom très connus et au Québec se sont inspirés, parce que ce sont les avocats de la Fondation, de ceux que l'on fait, ils m'ont dit, Maître Brouza, est-ce qu'on peut utiliser? Mais j'ai dit, bien sûr, chers amis, il n'y a aucun monopole, faites ce qui est juste, et moi je ne peux que me réjouir si aujourd'hui ce que nous avons fait peut pousser d'autres à agir en utilisant ces moyens-là. Ça veut dire que peut-être on n'a pas fait quelque chose de si con que ça. Tout à fait. J'ai une question à vous poser sur les plaintes que vous avez déposées. Est-ce que vous avez déposé des plaintes pour le masque, pour les vaccins, pour… Il va y avoir une nouvelle plainte PV pour Remdesivir. Pourquoi la plainte oui, pour Remdesivir pour compléter l'arsenal? Vous en avez parlé aussi. Oui, mais je vous la confirme, elle va être achevée là, je l'ai promis cette semaine, elle sera, nous sommes jeudi, entre aujourd'hui et demain, elle sera mise sur le site avant d'être déposée. C'est une plainte très importante. Parce que c'est la plainte qui permet de comprendre le périmètre dans lequel nous sommes aujourd'hui gérés. Ça veut dire quoi? Nous avons l'apparition de ce virus, est-ce que naturel ou trafiqué, nous verrons bien. La question se pose quand même, parce qu'elle est très sérieuse, ce n'est pas une élucubration complotiste, mais une vraie réflexion génétique, et les choses vont bouger dans les semaines à venir, très important. Et vous avez donc, dans le cadre de… J'ai un trou de… On parlait de… Vous me posez la question? Comment? Je vous ai posé la question des plaintes que vous avez déposées sur le masque. Pourquoi Remdesivir? Parce que Remdesivir est vraiment
la chose assez extraordinaire. Et j'ai vraiment apporté une réflexion spéciale à cela. Pourquoi? Parce que vous avez l'apparition du virus et dès le mois d'octobre, comme par hasard, on commence à parler du classement de la chloroquine comme un produit vénéneux. Très étrange. Attention, l'inscription au mois de janvier de la chloroquine dans les produits vénéneux n'est pas un choix de janvier. C'est une problématique qui a commencé au mois d'octobre. Or, Fauci, le virologue américain, en 2015, dans la revue scientifique, avait affirmé que la chloroquine, je ne parle pas de l'hydroxychloroquine, mais la chloroquine, était un produit essentiel pour la lutte contre le SARS-CoV. Nous sommes en 2015. En 2015. Absolument. J'ai la pièce, je peux vous la communiquer, il n'y a pas de problème. Ce que je dis, c'est toujours vérifiable. Pas, je ne suis pas là pour... Mon rôle, c'est d'aller sur des dossiers, sur des pièces. Et là, il y a quelque chose d'étrange. L'apparition du virus n'est pas celle de la déclaration de pandémie du 30 janvier de la part de l'OMS. Pas du tout. Des mois avant, il y a la connaissance de la modification du SARS-CoV à SARS-CoV-2 et l'apparition de ce virus dont on sait déjà qu'il existe et qu'il comporte cette viralité exponentielle énorme. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre le SARS-CoV et le SARS-CoV-2, c'est de 8 000 à 80 000 fois plus puissant en termes d'expansion virale. Et ça, c'est scientifique ce que je vous dis, et vous le verrez dans les jours à venir. Or, tout ceci apparaît en 2019, mais bien avant les mois d'octobre, parce qu'il y a des présomptions, des choses qui bougent dès le mois de mars 2019, voire 2018. En 2018, plusieurs millions de dollars de commandes de tests PCR Covid-19 sont faites. Très étrange. On a la preuve des commandes, y compris des commandes des PCR pour la France. Ensuite, c'est au mois de mars que Scott, la société de production de flacons, décide d'investir 1 milliard de dollars, mes chers amis, 1 milliard de dollars pour augmenter, comme par hasard, les chaînes de montage de ces flacons, mais pas pour les flacons, c'est les flacons à moins 100 degrés, qui est un verre spécial. Vous en avez parlé dans une... Oui, mais là, je vous donne une chronologie très importante. Et en réalité, quand nous sommes à l'apparition, il y a un produit qui aurait pu, et d'ailleurs, maintenant, mon tableau est complet. Raoult le sait. Et Raoult, c'est le grain de sable dans la mise en œuvre des Big Pharma de leur opération vaccin. Parce que quand Raoult dit, mais il n'y a pas besoin de vaccin, avec l'hydroxychloroquine et avec des antibiotiques, on peut le soigner. Et il a raison. C'est évident, Fauci l'avait dit en 2015, donc, et il le savait aussi en Chine, parce qu'en Chine, ils ont soigné avec l'hydroxychloroquine. C'est comme ça qu'à Wuhan, on a eu des morts, bien sûr, parce que beaucoup de gens obèses, âgés, malades sont morts, comme partout ailleurs. Mais après, auprès de moi, ils ont même fermé l'hôpital qui avait été construit. Or, pour que l'opération vaccin aboutisse, il ne faut surtout pas qu'il y ait un produit qui puisse soigner, parce que sinon, on ne vendra pas le vaccin. Et encore aujourd'hui, on a pratiqué, c'est l'Italie qui a rendu une décision, la Conseil d'État qui dit que l'hydroxychloroquine, ce n'est pas pour autant qu'on soigne avec l'hydroxychloroquine, même en Italie, on vaccine. Et là, je vous complète le tableau qui est un tableau synoptique très clair. Et là, on interdit l'hydroxychloroquine, on la met parmi les produits vénéneux, on l'interdit de prescrire, on donne une prescription hospitalière pour réduire, pour ne pas interdire totalement, mais pour réduire tellement. Et comme par hasard,
vous avez le Lancet qui sort cette extraordinaire étude qui casse. Oh, attention, c'est parce que les gens ont mis le dedans, mais vous savez que 99% des études du Lancet, elles sont prises comme la Bible et de l'Évangile. Et parce qu'on était en plein conflit que les gens sont allés voir. Parce que si on n'y avait pas de conflit, l'étude de Lancet sous les Empires serait passée comme il est à la Poste. Pour la première fois dans l'histoire de Lancet, que Lancet retire une étude de sa revue en reconnaissant avoir trompé les lecteurs. Mais est-ce que nous nous rendons compte? Et là, comme par hasard, tu as l'apparition d'un produit qui s'appelle Remdesivir, qui est produit par Andy Big Pharma, c'est Gilead, qui a beaucoup d'intérêt en France et dans le monde. Gilead verse plusieurs centaines de millions d'argent en Europe, dans les différents États. Je parle le montant là, mais c'est énorme. Il suffit que vous allez sur le page. Ouais. Il y a le site qui vous communique. Et comme par hasard, on a un Remdesivir, coût 2500 € chaque soin. Et comme par hasard, on a une opération qui est montée. Gilead, Agence européenne du médicament, celle qui valide tout, qui valide les vaccins, etc. C'est la même agence, dont ils sont tous bons, sérieux, très forts, voilà. La Commission européenne, où ils sont tous beaux, forts, intelligents, qui font tout pour l'Europe. L'OMS, où ils sont tous beaux, forts, gentils, très professionnels. Et le ministère de la Santé, où ils sont tous beaux, forts, gentils, cultivés, préparés. Et Remdesivir devient le produit miracle à 2500 €. Et c'est la Commission européenne, comme pour les vaccins, qui passe la commande à Gilead. Alors que déjà les soupçons apparaissaient des effets néfastes, ces informations n'étaient pas données, on continue à commander Remdesivir. Jusqu'à quand, face au tollé de la médecine et des informations qui ne pouvaient plus être cachées, le 7 novembre ou le 30 novembre, je ne me souviens plus exactement, l'OMS dit « Stop Remdesivir, c'est une honte, un scandale, ça brise les reins, il ne faut plus l'utiliser. Oui. » Alors, cher ami, quoi tirer? Vous savez, si Jésus avait tiré les enseignements de l'histoire, il ne serait jamais mort, crucifié. Parce que Judas l'avait déjà trahi une fois. Et il l'a trahi lors du dernier dîner, parce que celui qui l'a donné aux Romains pour le crucifier le vendredi soir. Si César n'avait pas fait confiance à Brutus en permanence, il n'aurait pas été tué aux ides de Mars, parce que Brutus l'avait déjà trahi une fois. Et il l'a trahi une deuxième fois en le tuant. Celui qui se trahit une fois te trahira une deuxième fois. Le mari qui trahit sa femme une fois, la trahira 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ainsi de suite. Ça veut dire tout simplement que la fidélité et le respect et la confiance n'admet aucun écart. Et celui qui me trahit une fois me trahira une deuxième. Comment aujourd'hui je peux faire confiance à ceux qui m'ont trahi, qui ont trahi ma vigilance, qui mettent en péril ma santé, et aujourd'hui ces gens-là qui m'ont certifié, qui ont fait tout pour que dire voilà ce que tu dois faire, et à la limite, là je ne suis pas un complotiste, j'ai toujours dit, si quelqu'un aujourd'hui me dit c'est un vaccin, tu ne risques rien, fais-le Carlo et je te le signe, je vous donne ma parole d'honneur, je me fais vacciner dans la minute qui va suivre. Mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, le message est très simple. Ils nous ont monté une opération économique avec Remdesivir. Ils peuvent monter toutes les opérations économiques qu'ils veulent. Parce que dans la vie, cher ami, il n'y a qu'une seule chose qui compte le plus de tout, c'est le pognon, c'est l'argent. À chacun à son niveau. Tu peux être pourri et être heureux de gagner 10 000 € par mois en travaillant à l'OMS. Tu peux être pourri et gagner 15 000 € par mois à la commission parce qu'il y a un prix pour tout. Un prix pour tout. Peut-être moi-même, je suis achetable. Aujourd'hui, Carlo,
Maître Bozard, 10 millions d'euros et vous arrêtez votre gueule. Est-ce que je vais dire oui? Est-ce que je vais dire non? Je ne sais pas. Parce que moi-même, je suis un être humain avec mes limites. Donc, c'est cette sincérité-là que je veux sauvegarder vis-à-vis de vous et vis-à-vis de toutes les personnes qui parfois m'écoutent et me regardent. Parce que je ne suis pas exceptionnel, je suis un être humain normal avec mes qualités et mes défauts. Mais aujourd'hui, ce que je fais tous les jours, monsieur, je le fais de manière honnête. Ce que je fais tous les jours, je le fais en prenant sur mon temps. Et je n'ai pas besoin de me justifier parce que la réalité est là. Je travaille du matin au soir jusqu'à minuit, très tard, et pas pour être rémunéré, j'envoie la facture à personne. Par contre, les messages que je reçois, les emails, le courrier, les anges, les bracelets pour me protéger contre le mauvais œil et contre ceux qui m'en veulent, j'en reçois tous les jours. Je suis ça régulièrement également. Je ne voudrais pas abuser trop de votre temps, j'ai encore 2 questions à vous poser. Disons une, très importante, à propos de la loi, le projet de loi 3714, je crois, dans laquelle il était question de, je regarde mes notes, de prise de décision par rapport à l'état d'urgence. Il me semble que c'était ça. Bien sûr. C'est une évolution. Il y avait quelqu'un qui avait parlé du coup d'état permanent. Eh bien, on va se retrouver dans l'état d'urgence permanent. En réalité, c'est l'abdication. L'abdication. Tout à fait, mais... Oui, allez-y, monsieur. Excusez-moi, ma question, c'était, en fait, qui peut décider de mettre en état d'urgence? En réalité, comment ça se décide? Ils ne veulent même plus que soit... Alors, ils sont en train de modifier, ça ne sera même plus le président de la République, parce que normalement, c'est le président de la République, ici le décret, du décret pris en Conseil des ministres, qui décide de l'état d'urgence, et ensuite cet état d'urgence doit être confirmé par le Parlement dans le mois qui suit la déclaration d'état d'urgence. Ça, c'est la norme actuelle. Et c'est la loi qui peut le projet, pas le gouvernement. Le projet de loi, c'est d'abandonner le processus législatif pour dire, OK, il y a une déclaration d'état d'urgence, et à ce moment-là, c'est toujours l'exécutif qui peut le projet et qui peut le fixer, pour éviter, pour qu'on n'ait même plus, parce qu'ils ont vu de toute façon, c'était du pipeau, faire un projet de loi pour valider par le gouvernement, dans lequel on sait déjà qu'il sera, c'est quasiment de la perte de temps. Une belle dictature, on n'a pas besoin d'apparence, quand on l'a, on la gère et c'est magnifique. Donc c'est pour ça que ce projet est un projet très dangereux, parce que c'est un aveu d'abandon total de toutes les prérogatives parlementaires entre les mains de l'exécutif. Et aujourd'hui, tout est fait. Le Code de la santé publique, tel qu'il a été modifié, c'était une construction d'un processus qui va avoir pour finalité que l'État, à travers l'exécutif, pourra décider à tout moment la mise en œuvre de processus sanitaires de nature à brimer et à empêcher une vie normale dans notre société. Mais si aujourd'hui, on est en train d'utiliser les virus pour faire le fameux nettoyage préconisé et qu'on trouve quand même, c'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire qu'il y a quand même des écrits sur ce qu'est la volonté du grand capital de modifier un tout petit peu notre monde, parce qu'on a quand même, selon le dire de quelqu'un, 2 milliards de personnes de trop. C'est pas moi qui le dis. Hein, ça a été même dit à Davos, c'est dit dans d'autres, au Bilderberg, tout ça c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Après, tu peux faire une construction complotiste si tu veux, mais moi je n'ai pas envie, je dis ce sont des choses. Parce qu'effectivement, 7,3 milliards, on est trop. Et alors la Chine, qui a bien inspiré le premier cercle, la Chine l'a inspiré parce que la Chine a utilisé la démographie pour maîtriser son évolution. Et il l'a fait en imposant un seul enfant par couple. Et la Chine avait un gros problème avec les campagnes, pas avec les villes. Et donc, dans les campagnes, ils avaient de la difficulté à contrôler. Donc, pour contrôler les campagnes, qui était le lieu le plus dangereux, parce que la Chine est immense, il y a quand même 1 milliard 300 000 ou 400 000, parce qu'ils ne savent même pas exactement le nombre, vous imaginez un peu,
parce que l'état civil dans les campagnes n'est pas du tout structuré comme nous l'avons, eh bien, à travers ça, ils ont maîtrisé. Et comme par hasard, la maîtrise du nombre a permis la construction de la puissance chinoise depuis 25 ans. Quand ils étaient dans une évolution exponentielle démographique, la Chine n'arrivait pas à construire un empire industriel, économique, technologique. La maîtrise de la démographie, la maîtrise du partage des richesses a permis à la Chine de partir de manière exponentielle. Et cette inspiration-là a été le fruit des premières réflexions en matière de démographie à partir de 2005. À partir de 2005, le grand capital, les grandes entreprises du monde, et ceux ont dit, attention, si nous ne contrôlons pas la démographie mondiale, nous allons avoir des problèmes de contrôle, des guerres, des populations telles que l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc. Donc nous devons mettre en place. Or, le premier cercle a une vision un peu moraliste. Alors, on ne va pas tuer les gens, on ne va pas les gazer, on ne va pas être nazi. Trouvons le bon moyen qui permet effectivement de réduire. Et un bon moyen a été quand même étudié, et comme par hasard, on a le Bill Gates qui était effrayé par les virus qui touchaient ses installations informatiques. Comme par hasard, on a commencé à se tourner vers une réflexion, c'était la vaccination. Et la vaccination pouvant interférer sur la procréation et la fécondité. Et d'ailleurs, c'est une des thématiques très sournoises qui apparaît aujourd'hui en médecine, mais je parle aussi d'une réunion que je fête il y a 2 jours avec d'autres médecins, dont le thème était effectivement la dangerosité de ce type de vaccin concernant la fécondité des personnes. Mais ce n'est pas une perte de fécondité à la minute, mais une construction qui doit diminuer la fécondité progressive. Vous savez, la question de la fécondité est un élément essentiel de tous les genres de pouvoir. Le Danemark a connu 25 000 femmes à qui on a enlevé la fécondité parce qu'elles étaient des femmes maghrébines, africaines ou des prostituées. Et dans l'approche eugénique du Danemark entre 1975 et 1993, on a stérilisé 25 000 femmes. On ne parle pas trop. Mais quand vous prenez le cercle, vous aviez des médecins, des politiques, des policiers, des membres de l'armée, des avocats. C'était un groupement qui s'était érigé, un groupement de nature à sauvegarder la race, entre guillemets, danoise, parce que conscient que tout le monde était noir, en disant ceux qui sont montés jusqu'au pays nordique, ce sont des personnes qui avaient une généalogie forte, une génétique forte, parce qu'ils ont résisté à tout, tous les intempéries, et se sont installés au Danemark, en Norvège, en Suède. Or, les immigrants qui montent directement des pays arabes et des pays africains pour venir chez nous, ce ne sont pas des gens puissants, parce que ce sont des gens qui viennent chez nous en ayant pris l'avion. Donc, on a intérêt à les stériliser, parce qu'ils ne produiront pas des gens avec une génétique forte et puissante comme celle qui est la nôtre. Discours quasiment identique à la race aryenne que Hitler préconisait, pas simplement Hitler, c'est aussi les SS qui ont plutôt travaillé sur toute cette approche eugénique et protectrice vraiment de la race aryenne, parce que il y avait un problème d'Hitler qui était son esthétique. Donc Hitler déjà ne correspondait pas à cette image, d'abord parce qu'il n'était pas allemand, il était autrichien. Et du fait qu'esthétiquement parlant, il n'était pas blond, aux yeux bleus, et c'était symbolique de la race aryenne que l'on trouve sur les statues dans lesquelles tu as ce mec musclé avec ses chevelures blondes et ses bleus qui va vers l'avant, ça ne pouvait pas être pensé. Donc il a toujours laissé faire ce boulot aux autres plutôt que le sien, parce que c'était un peu comme quelqu'un qui prêche sans pouvoir dire, voilà, faites comme je dis, mais ne faites pas ce que je suis. Donc, c'est plutôt, et quand on regarde même les personnages qui ont travaillé sur les principes de la race aryenne, étaient parfois des personnes assez minables, parce que Goebbels, par exemple, était quelqu'un de minable. C'est quelqu'un qui était moche, avec sa petite chevelure noire. Par contre, il était marié avec une femme blonde, somptueuse, magnifique. Sa progéniture, c'était souvent des belles filles qui, bon, ils ont été tous tués dans le bunker à Berlin. Donc, vous savez, la lecture de l'histoire, elle est importante parce que
Dans l'homme, il y a quelque chose de merveilleux, et puis il y a une part de folie dans l'homme. Et la part de folie, on la retrouve avec l'argent et le pouvoir. Parce que le pouvoir donne l'ivresse. L'ivresse du pouvoir existe. J'ai connu des députés, j'ai connu des sénateurs qui n'étaient pas députés sénateurs. Ça fait 35 ans que je suis en France, 27 ans que je suis avocat. J'ai connu des gens qui étaient très bien, mais même des confrères. Vous savez que les confrères que vous côtoyez dans la vie de tous les jours, quand vous les rencontrez membres du Conseil de l'Ordre, ce n'est plus les mêmes. Quand vous connaissez un homme, une femme qui était quelqu'un que vous côtoyez, comment vas-tu et tout, et qui devient député, sénateur, bouleversement total. Le pouvoir donne l'ivresse. Et quand vous êtes homme ou femme de pouvoir et que vous voulez l'exercer, le pouvoir entraîne le pouvoir et il vous donne une sorte de, vous savez, une sorte de dépendance physique et mentale. Parce que quand vous avez le pouvoir, vous êtes un homme, vous avez peut-être un peu le sexe, vous avez la séduction, vous avez l'admiration. Et tout ceci, c'est une sorte de boule de neige qui vous amène vers un état dans lequel vous déconnectez et que le peuple, les gens, les soucis, alors on se lève le matin en disant je vais faire un truc pour calmer les gens. Ok, on va faire le revenu universel. Ah, magnifique. Okay. C'est-à-dire que c'est du pain pour les pauvres et les jeux, comme à Rome, quand on donnait le pain et des jeux pour calmer le peuple romain quand ça n'allait pas. Vous êtes en train de dire qu'on est dans une répétition de l'histoire? Oui. Jean-Baptiste Avico l'a dit. Jean-Baptiste Avico l'a dit, ne commettez jamais l'erreur de penser que les périodes de l'histoire sont l'une segmentée de l'autre. Jean-Baptiste Avico expliquait les cours et les recours historiques. Il expliquait l'histoire comme étant une vague qui effectivement elle avance sous le sable, une partie est identique et une partie est différente. C'est pour ça que la lecture de l'histoire est d'une importance capitale. Parce que l'homme est homme. Notre génétique, notre pensée, notre structure est la même. Après, nous évoluons dans notre connaissance. Mais comme je disais à mes enfants, vous savez, mes enfants d'amour, le monde était quasiment identique jusqu'à l'arrivée de l'électricité. Parce qu'à Rome, et pendant des milliers, voire des centaines de milliers d'années, on a vécu de la même manière. On avait des chevaux, on avait des bœufs, on avait des vaches pour tirer des chariots. On a créé des chariots avec la roue et après on a fait des carrosses. Mais au fond, il n'y avait pas une différence énorme. On a mis des plumes sous la tête des rois. Mais à 2000 ans avant Jésus-Christ, en Égypte, ils avaient des plumes sur des bigues et sur des chariots. Le monde a changé avec l'électricité parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Là, on est en train de parler. On a créé l'ordinateur, le numérique. Mais s'il n'y a pas l'électricité pour faire marcher tout ça, on ne pourrait pas parler entre nous. Bien sûr. Donc l'électricité, j'explique ça pour faire comprendre qu'il y a des événements qui peuvent bouleverser. C'est le fameux segment de la vague qui va au-delà de la vague précédente. Et ce qui est important, c'est de comprendre quel est le segment nouveau qui se rajoute à cette répétition de l'histoire. Et il faut le détecter, parce que c'est celui qu'il faut cerner pour comprendre où nous allons. Et si c'est le segment de l'électricité, l'électricité a créé des choses magnifiques, notre vie en société, nos machines, oui, mais il a créé aussi la révolution industrielle, la machination, l'intégration de l'homme dans les chaînes de montage, cette intégration de l'homme dans la machine que Charlie Chaplin, dans le temps moderne, l'explique d'une manière extraordinaire. Et quand on le lit de manière sociologique, historique, je dis putain, quel génie. C'est pas un cours, c'est un cours sur la mondialisation qui nous fait merveilleuse. Et là, c'est le génie des interprètes. Mais vous savez, après, il y a la puissance du degré de compréhension des choses. Vous êtes un homme de culture, je vois les ouvrages que vous avez derrière vous, je vois la manière dont ils sont parfaitement alignés. Vous êtes quelqu'un qui, structurellement, lit, progresse dans sa pensée, et vous êtes un peu comme quelqu'un qui a besoin des fondations pour comprendre. Donc, on voit très bien que vous n'êtes pas un créateur, vous êtes un analyste des choses, en ayant besoin toujours de comprendre ce qui est en train de se greffer dans le processus, et il est révélateur de votre esthétique, de votre structure telle que je la vois derrière vous.
Avec des kilos en trop, donc personne à risque, bien évidemment. Mais nous sommes deux. Maître, je vous remercie infiniment. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû vous poser et que je ne vous ai pas posée? Non, Il y en a plein, forcément, mais au moins une. vous avez posé de belles questions. La dernière question que vous pouvez me poser, comment vous voyez l'avenir? Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Donc, vous voyez, je pense Comment avoir vous voyez l'avenir? comment je vois. Sincèrement, Vraiment. je n'ai pas d'habitude d'être, je ne suis pas pessimiste. Et puis, le pessimisme et l'optimisme, ce sont des notions à géométrie variable que vous pouvez voir aussi en fonction de votre état d'esprit, de votre état de fatigue. Moi, aujourd'hui, ce que je dis, que 2021, c'est une année très importante. Pourquoi? Parce que c'est une année charnière. Il y en a beaucoup, mais c'est une vraie année charnière. Soit il y a la victoire du pouvoir et du capital, il sera une victoire absolue par knockout. On va être terrassé, on va nous compter et on sera perdant. On aura perdu le match de boxe. Soit on arrive à se battre et à ce moment-là, je ne dis pas qu'on va abattre l'autre, mais on évitera de se faire massacrer. On terminera peut-être dans un partage de la victoire ou une victoire au point. Mais il est clair que je vois 2021 comme un match de boxe. Parce que 2020, la pandémie, l'épidémie, tout ce qui a été fait a permis de pouvoir vraiment annihiler l'esprit des gens. Et au fur et à mesure, les gens se réveillent. Au fur et à mesure, de plus en plus, réfléchissent et raisonnent. C'est le travail que je fais avec l'Action 19. Donner aux gens, pas du pain. Je fais ce que Gandhi disait. Ne nous donnez pas les poissons. Donnons-nous la canne à pêche pour les prendre. Ça veut dire que ce que je tente de faire, c'est que je ne veux pas que les gens me voient comme il y a Macron qui dit une chose et Brouza qui dit ce contraire. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que moi, peut-être demain, je serai fatigué, je ne pourrai plus faire, mais que j'aurai donné les outils aux gens pour dire ah, est-ce que là, ils sont en train de me vendre quelque chose de bon? Juste. Pourquoi? Et Brouza m'a donné quelques outils pour commencer à comprendre ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Donc, il ne peut pas y avoir de victoire si le peuple, cette fois, ne réagira pas lui-même à ces situations. Vous savez, les révolutions ont été faites par des illuminés, au sens bon du terme. Le mot illuminé, c'était la bourgeoisie lors de la Révolution française, avec des juges, avec des magistrats qui disaient stop, bon, la monarchie, c'est fini, il faut modifier tout ça, ça ne va pas. On a eu la Révolution française, qui était une révolution de quelques milliers de personnes. Mais en réalité, ce n'est pas les barricades. Les gens croient qu'il y a eu des barricades, que la Révolution a été des gens armés qui sont tirés dessus, c'est faux. La Révolution a été que le roi, à un moment donné, il a compris qu'il ne pouvait plus exercer son pouvoir. Ça, on ne l'explique pas très bien. Les gens pensent Révolution française, la prise de la Bastille, le drapeau français, ça c'est les côtés symboliques des choses. Mais la vraie révolution avait commencé 50 ans avant, quand effectivement la bourgeoisie ne voulait plus payer d'impôts pour permettre à des gens qui ne foutaient rien du matin au soir, qui faisaient des orgies, qui baisaient entre eux et qui mangeaient à leur faim des poulets et des dindes, alors que le boutiquier allait tous les jours au travail pour gagner son fric. Les problématiques que nous connaissons aujourd'hui, qui existaient déjà jadis. Et après, ils se sont additionnés des bourgeois avocats, des bourgeois membres des parlements, et après on a commencé à ne plus entériner les ordonnances royales. Le roi ne pouvait plus exercer son pouvoir sur le territoire français. À partir de là, il a compris qu'il fallait mieux accepter et partir à Varennes. Voilà. C'est ça l'histoire. Donc, la révolution qui est la nôtre, ça ne sera pas de nous barricader. Ça ne sera pas d'aller prendre. Il y aura peut-être des manifestations qui seront nécessaires pour bloquer le pays un moment, pour faire comprendre que le peuple a des idées. Mais c'est le bouleversement des pensées. Et empêcher au pouvoir d'exercer son action. Deux moyens. Je ne vous donne plus mon consentement. Et deux, j'ai désobéi. Je ne vous donne plus mon consentement. Je ne vous reconnais plus comme étant mes représentants. Je ne vous reconnais plus comme étant
ceux qui peuvent me donner des ordres parce qu'aujourd'hui, vous avez bafoué les fondamentaux de la démocratie et en plus, j'ai désobéi, c'est-à-dire que je considère que tes décisions, ça vous fait pas penser un peu à la Révolution française? Un peu. Oui, c'est exactement ça. Bien sûr. Je ne te D'ailleurs, il y a des reconnais plus, restaurateurs. bien sûr, je ne te reconnais plus comme mon roi et en plus, je désobéis. C'était le cas. D'ailleurs, Je il y a des restaurateurs. n'enregistre plus tes ordonnances. Allez-y, monsieur. Excusez-moi, il y a des restaurateurs d'ailleurs qui ont désobéi là. Bien sûr, ils vont commencer. Les choses vont être très fortes. C'est pour cette raison que nous sommes dans une phase charnière. Donc vous êtes quand même un petit peu optimiste? Bien sûr. Pour moi, l'optimisme, c'est quoi? C'est le réveil des peuples. C'est le peuple qui n'est plus là comme à l'église avec les mains en train d'écouter le curé du perchoir qui dit au peuple comment vivre. C'est ça la révolution. C'est la révolution du cerveau sur lequel l'emprise de la pensée unique n'aura plus la possibilité d'exercer son travail coercitif. Voilà, monsieur. Maître, je vous remercie. Merci infiniment de m'avoir accordé cet Mais non, entretien. c'était un C'était un plaisir grand d'être plaisir. au courant.